On se retrouve pour une petite capsule avec Zoé. Je sais que ça vous avait manqué, parce que, l'histoire nous appelle. On doit parler, de l'actualité et l'actualité, c'est l'affaire des, viols dans la commune, de Mazan. Les viols donc orchestrés par, Dominique Pellico, sur sa femme, Gisèle, je crois qu'elle s'appelle, Gisèle Pellico, avec l'usage de, produits pour, l'endormir, pour altérer, son état de conscience. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette affaire, j'imagine que vous êtes au courant un peu de ce qui s'est passé, mais on va parler plus largement de, soumission chimique et de vulnérabilité chimique avec Zoé, d'autant que Zoé a l'intérêt d'être à la fois médecin et féministe. Donc là, ça la concerne vraiment. Zoé, qu'est-ce que, tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que ça va bien? Voilà. Alors bonjour tout le monde. Donc ouais, alors on va pas réexpliquer en détail, ce qui est, cette affaire Mazan. On va en donner des éléments, quand on va en parler. En gros, c'est, un homme, qui est mis en examen, pour avoir, drogué avec des médicaments sa femme pendant des années, pour la faire violer par d'autres hommes qu'il recrutait sur internet. Il y a 51 prévenus, sur le box des a dans le box des accusés. Mais en fait, il y avait encore plus d'hommes qui étaient, visibles parce que en fait toutes les enfin les agressions ont été filmées et donc il y a des traces, il y a des traces vidéo, photos et cetera des agressions. Il y a en tout, 80 ou 90 hommes qui ont été vus sur les images et seulement 51 ont été identifiés. Donc ça, c'est cette affaire. Le procès a débuté, lundi dernier. Ça fait forcément beaucoup, beaucoup de bruit parce que c'est présenté comme un procès hors norme et cetera. Alors c'est hors norme en termes de nombre d'accusés, hors norme en termes de niveau d'horreur parce que c'est une femme qui était pas au courant de ce qui se passait. C'était un homme qui était présenté comme un bon mari, un bon père et cetera. Donc ça percute beaucoup les représentations que les gens ont, de qui peut être, violeur. C'est hors norme aussi parce qu'en fait, dans ces 51 hommes qui sont sur le banc des accusés, c'est un panel représentatif de la société française. Il y a un journaliste, il y a un infirmier, il y a un pompier, il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans, il y a, des gens, à la fois très marginaux et des gens bien insérés, pères de famille. Il y a des gens qui ont une vingtaine d'années, le plus âgé a plus de 70 ans. Enfin voilà, c'est vraiment, ça met les gens face au fait que, la réalité de la violence sexuelle, c'est qu'elle peut être commise par monsieur tout le monde et qu'elle peut aussi être commise par des gens, qui nous semblent être des gens tout à fait sympas dans la vraie vie et ça doit aussi nous faire réfléchir sur quand une affaire sort sur quelqu'un, le réflexe de se dire: «Mais moi je le connais, il est hyper sympa», en fait ça n'empêche pas. On peut avoir l'air d'être quelqu'un de très sympa et pour autant être un auteur de violences sexuelles et ce que moi j'ai envie de dire, là-dessus, c'est que ces histoires-là, ce sont pas des faits divers, ce sont des faits politiques et j'aimerais que toute la médiatisation qu'il y a autour de ce procès Mazan, nous serve à réfléchir sur ce qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire la banalité du viol, la banalité des agresseurs sexuels comme on disait juste avant, mais aussi le fait qu'en fait la majorité de la violence sexuelle vient du cercle proche et en premier lieu des conjoints, parce que là on parle de viol, conjugal, plus de viols par d'autres gens. 43 des viols sont commis par les conjoints, ça c'est les stats, qu'on a et donc ça permet de comprendre, quelle est l'ampleur de la violence sexuelle et comment on peut aller la combattre. Mais ça permet aussi de parler de soumission chimique et ça, c'est quelque chose que je connais très bien et donc dans cette vidéo, moi, j'aimerais aussi vous expliquer ce que c'est, mais surtout vous donner quelques petits, tips sur, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire si on pense avoir été victime. Parce que comme dans la majorité des violences sexuelles, on c'est probablement très, très, très sous-estimé la soumission chimique et notamment la soumission chimique en milieu familial, au sein du couple, au sein de la famille, avec les enfants et cetera. Souvent à but d'agression sexuelle, viols conjugaux ou inceste, mais aussi dans d'autres buts et on va en reparler. Voilà, en Ouais, gros. ouais, parce que tu vois, au niveau de la soumission chimique, on entend souvent parler, du, GHB dans les soirées, dans les verres et tout et on a tendance à réduire ça, tout comme on a tendance à réduire les agressions sexuelles à quelque chose qui se passe dans la rue, tu sais, dans une, ruelle noire. Ce qui peut arriver, hein, mais la soumission chimique, de ce que j'en comprends, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus large et il y a comme un continuum entre la vulnérabilité chimique et la soumission chimique. C'est-à-dire entre si c'est toi qui t'inocules, la substance, par exemple, si c'est toi qui décides de prendre de l'alcool, et si c'est, quelqu'un qui le fait, contre ton gré. Parce que des Mmh. fois, c'est toi qui prends de l'alcool, mais en fait, il y a une pression de groupe, enfin, il y a eu tout un tas de trucs qui poussent à et donc on est un petit peu dans des zones grises entre la soumission et la vulnérabilité, quoi. Donc Ouais. voilà,
Je sais que toi, c'est un Totalement. sujet, que tu connais bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire Mmh, par rapport à tout ça? ouais. Alors, je dis rapidement d'où je parle. La soumission chimique, je connais bien parce que bon, déjà, j'ai assisté. Bon, les violences sexuelles, ça m'intéresse. Je suis médecin, donc l'utilisation de substances psychoactives, etc., c'est quelque chose que je connais. J'ai assisté à une formation sur la soumission chimique. Et il se trouve, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai plus tard, dans quelques mois, je pense, mais que moi-même, j'ai subi un viol par soumission chimique quand j'étais adolescente. Et donc pour toutes ces raisons, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. Je refais juste vite fait la définition. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer une substance psychoactive à quelqu'un à son insu, dans le but de lui faire des choses que cette personne ne veut pas faire. La vulnérabilité chimique, c'est la même chose, mais avec une substance qui est prise volontairement par la personne. On profite de son état modifié par la substance pour pouvoir lui faire des choses. Et donc là, on va parler de soumission chimique à but d'agression sexuelle parce que c'est le plus fréquent, mais en fait, on peut soumettre chimiquement quelqu'un pour le voler. On peut soumettre chimiquement quelqu'un pour avoir la paix. Ça, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment en milieu familial, hein. Voilà, telle personne a des troubles psy qui sont mal stabilisés, etc. Les gens qui vivent avec elle trouvent qu'il est fatigant, il est énervant, etc. Mais on va rajouter des choses dans sa nourriture, rajouter des choses dans sa boisson pour qu'il dorme et qu'on ait la paix. Il y a ça, par exemple. On peut aussi soumettre chimiquement quelqu'un pour lui faire prendre des décisions administratives qu'il ne voulait pas prendre. Par exemple, signer un papier, signer un accord. Voilà. Donc, il y a tous ces cadres-là. Mais dans le cadre de l'agression sexuelle, contrairement à ce qu'on pense, ce qui est le plus utilisé, c'est pas forcément le GHB. Le GHB est très connu pour ça, mais c'est loin d'être le plus fréquent. Les trucs les plus fréquemment utilisés, c'est des trucs qu'on trouve dans la pharmacie de tout le monde et qui sont, enfin de tout le monde, en tout cas de millions de gens en France, parce qu'ils sont très prescrits. En plus, en France, on est un pays très prescripteur de psychotropes. Et donc, ça peut être les médicaments utilisés pour l'anxiété, les somnifères, certains antidouleurs. Bref, la liste est non exhaustive. Et après, il y a tous les produits psychoactifs légaux. Et en premier lieu, l'alcool, hein, qui est vraiment le produit qui est le plus impliqué dans les cas de viol par vulnérabilité chimique, le plus impliqué aussi pour ce qui est des accidents de la route liés à la consommation d'une substance. C'est un des produits qui tue le plus en France, hein, après le tabac. C'est le seul produit dont on peut mourir du manque. Enfin voilà, quand on parle de drogue, il faut toujours se poser la question de pourquoi on ne met pas les médicaments et l'alcool dedans, et que c'est une définition très arbitraire en fait. Et ensuite, dans les drogues, il y a plein de drogues qui peuvent être utilisées à but de soumission chimique. Il y a le GHB, mais il y a tout un tas de drogues qui peuvent être, on va dire, pas forcément sédatives. C'est pas forcément des drogues qui endorment, mais c'est des drogues qui vont désinhiber, qui vont pousser la victime au contact. Ça va être le cas, par exemple, de la MDMA ou de la 3-MMC pour les personnes qui voient un petit peu ce que c'est, qui sont des drogues qui sont en fait très très fréquemment rencontrées dans des contextes festifs. Et donc voilà, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas, festif, GHB, en soirée, en discothèque. C'est beaucoup plus souvent un mari qui va, rajouter des anxiolytiques dans, la nourriture de sa femme le soir pour qu'elle soit complètement sédatée et pouvoir, lui imposer des gestes et des rapports sexuels qu'elle aurait pas souhaités, dans son état normal. Et j'en profite pour rajouter que les produits peuvent donner une amnésie des faits, mais pas toujours, et les produits peuvent endormir, mais pas toujours. Et donc on peut voir une victime qui a l'air, sur une image vue de l'extérieur, participante à ce qui est en train de se passer, mais qui est consciente, mais qui pour autant, déjà n'aura peut-être pas de souvenir de ce qu'elle est en train de faire. Le GHB, par exemple, il y a un effet amnésiant et désinhibant. Donc une personne qui est désinhibée, mais qui ne va pas se souvenir de ce qu'elle a fait. Et on peut avoir une personne qui se souvient de ce qu'elle a fait, mais qui, sous l'effet du produit, a été désinhibée, s'est mise à faire des choses qu'elle n'aurait jamais voulu faire dans son état normal. Donc, pour autant, elle n'était pas consentante. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et là, je vais juste vous dire un petit mot sur que faire si vous pensez avoir été victime de soumission chimique, parce que c'est un des trucs qu'on doit pouvoir retirer de ce procès, c'est comment faire pour que les victimes puissent se défendre? Alors le mieux, c'est de ne pas en être victime, évidemment. Mais si jamais vous vous réveillez, que vous avez une amnésie complète des faits, que vous avez des douleurs à des endroits inhabituels, des marques sur votre corps, des douleurs aux parties intimes, que vous apprenez quelques jours plus tard que vous avez une IST, vous ne vous l'expliquez pas, que vous êtes nauséeux, vomi, pas bien au réveil, toutes ces raisons-là peuvent vous faire suspecter que vous avez subi une soumission chimique. Et donc, il faut malheureusement, pour pouvoir faire valoir son statut de victime actuellement, avoir une procédure qui permet, judiciaire, etc., qui permet d'acter les choses.
On pourrait discuter de comment inventer des solutions pour se réparer en dehors de l'appareil judiciaire dans un contexte où 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite par manque de preuves. Mais si vous voulez une preuve que vous avez été soumis chimiquement, il faut essayer d'identifier la substance dans l'organisme. Et ça, il y a 2 grands moyens. Le premier moyen qui est le plus connu, c'est d'essayer de l'identifier dans les urines ou dans le sang. Sauf que ça nécessite d'aller très vite. Et quand je dis très vite, c'est que la majorité des produits, en 24-48 heures, ils ont disparu du sang et des urines. Pour certains produits qui sont les plus courts, comme le GHB, c'est 6 heures. Donc ça nécessite de pouvoir réagir très très vite. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'appeler le numéro de Viol Femme Information. C'est 0805 90 95 95. Non, 0800 805 95 95, je crois. On vous le mettra en description, j'ai un doute là tout de suite. Qui est une ligne d'écoute qui n'est ouverte malheureusement qu'aux heures ouvrables et pas le week-end, mais avec des professionnels formés pour accueillir les victimes de violences sexuelles dans le respect et qui peuvent vous orienter vers les structures qui peuvent faire ces prélèvements. Sinon, à défaut, vous pouvez appeler le 17 ou le 15. Moi, je propose toujours le premier numéro en premier parce que l'accueil téléphonique au 17 ou au 15 n'est pas toujours d'une très bonne qualité, malheureusement, avec les victimes, et c'est un euphémisme de le dire. Et ça fait partie aussi des choses qu'il faudrait qu'on fasse, c'est vraiment former les professionnels à accompagner correctement. Une fois que vous savez dans quel endroit aller, on peut donc prélever votre sang et vos urines et ensuite essayer de rechercher des différents toxiques, légaux ou illégaux, dans votre organisme. Si vous êtes hors délai, ce qui est le plus fréquent, parce qu'en fait, dire aux gens de réagir très vite, vous venez de vous réveiller, vous êtes dans le gaz, vous êtes sidéré, vous avez honte, vous avez peut-être encore les effets des produits qui font que votre cerveau n'est pas clair. Pour toutes ces raisons, c'est hyper dur de réagir très vite. Et donc, si vous êtes hors délai, il y a aussi une possibilité d'identifier le produit dans vos cheveux. Donc, il faut attendre au moins 4 à 6 semaines après l'agression, parce qu'il faut que les cheveux poussent un petit peu pour pouvoir détecter le produit. On va couper une mèche de cheveux à peu près de l'épaisseur d'un stylo, à l'arrière du crâne, là, ici, en haut, derrière, à ras du crâne. Et puis, on va analyser ce cheveu et on va essayer de voir si on peut retrouver le produit. Il faut faire très attention parce que tous les traitements un peu agressifs altèrent les cheveux et donc limitent la possibilité de retrouver le produit. Les colorations, les décolorations, les défrisages, les lissages, etc. Tout ça, il faut vraiment laisser pousser ses cheveux au naturel pour avoir un espoir de retrouver le produit. Et seuls certains laboratoires font cette analyse, qui est une analyse très chère et qui n'est pas remboursée si ce n'est pas dans le cadre d'une plainte. Et c'est une des choses qu'il faudrait améliorer aussi. C'est l'accès au prélèvement pour retrouver des toxiques, même en dehors d'une cadre d'une plainte, parce que pour plein de raisons, parfois en fait on ne sait pas et on veut juste savoir si ça a eu lieu. Et puis parfois on peut ne pas avoir envie de porter plainte pour plein de raisons, pour pas être maltraité par la police, pour pas être maltraité par la justice, parce que la personne qui est auteur de violence est un proche et qu'on n'a pas envie de l'envoyer en prison, parce qu'on a peur déjà, il peut y avoir ça, mais aussi parce qu'on peut ne pas vouloir que quelqu'un aille en prison, même en lui en voulant énormément de nous avoir fait du mal. Quand c'est le père de vos enfants, quand c'est quelqu'un de votre famille, quand c'est un ami. Et donc, encore une fois, ça pose toute cette question de se réparer et de réparer les victimes, parfois autrement que par le système judiciaire qui non seulement est maltraitant, mais en plus, parfois n'apporte pas la vraie réparation et la vraie guérison dont la victime a besoin. Voilà, en gros. Et tu voulais qu'on parle de vulnérabilité chimique peut-être un peu après? Peut-être, ouais, peut-être parce Ouais. que bah, c'est vrai que ça a un lien et que je trouve que c'est même pas si, enfin c'est pas si différent, si c'est différent évidemment, mais il y a il y a des cas limites, tu vois, et je trouve que c'est toujours assez intéressant de discuter des cas limites, tu vois, au contraire de la Mmh. pensée un peu je vais faire mon marxiste, tu vois, mais de la pensée un peu métaphysique bourgeoise qui pense que ah, dans un cas, c'est toi qui as choisi, dans l'autre cas, c'est pas toi qui as choisi. Bah, il y a des cas où tu es dans un week-end d'intégration, tu es une meuf de 18 ans, tu bois parce que les autres boivent, et en fait, tu te fais abuser. Alors, c'est peut-être pas de la soumission chimique, mais c'est peut-être pas non plus de la vulnérabilité chimique, c'est peut-être entre les deux, tu vois, et c'est intéressant comme cas, je pense. Alors, je pense que la différence, ça se fait peut-être plus entre viol ou pas viol que soumission chimique, vulnérabilité chimique. Parce que soumission et vulnérabilité, c'est simple, hein, c'est est-ce que la personne est consciente d'avoir pris ce produit? Est-ce que c'est elle qui a choisi de prendre le produit ou pas? La différence, elle se fait là. Après, là, et quand il y a soumission, c'est-à-dire quand vous donnez quelque chose à l'insu de quelqu'un, enfin, de toute façon, le consentement n'est plus là, hein. Là, la question, elle ne se pose pas. Pour le cas de la vulnérabilité chimique, c'est-à-dire quelqu'un qui a consommé un produit et qui a un rapport sexuel en ayant consommé un produit, ce produit qui peut peut-être faire qu'elle fait cette chose-là, alors qu'en temps normal, entre guillemets, dans son état normal, entre guillemets, elle aurait pas voulu le faire. C'est très compliqué. En fait, dire un truc très binaire. Moi, je vais finir par vous dire un truc très binaire qui est, dans le doute, quand quelqu'un est bourré ou quand quelqu'un est drogué, vous n'avez pas de rapport sexuel avec lui.
Je vous dis ça pourquoi? Pas parce que c'est la réalité totale. Il se peut que quelqu'un qui a bu un peu d'alcool soit tout à fait consentant pour avoir un rapport sexuel. Ça peut arriver, c'est une réalité et d'ailleurs ça arrive assez souvent. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde où une immense partie des gens se comportent extrêmement mal avec le corps des autres, mais vraiment extrêmement mal. Moi, j'adorerais qu'on vive dans un monde où chaque personne, quand elle s'apprête à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ait en priorité dans sa tête le bien-être et le respect de la personne qu'il a en face. Si on était dans ce monde-là, on pourrait dire aux gens, oui, il y a effectivement des cas où ton partenaire a un peu bu et pour autant, il est très content d'avoir un rapport avec toi, ton ou ta partenaire. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Énormément de gens se comportent avec le corps des autres, et particulièrement énormément d'hommes se comportent avec le corps des femmes, mais pas que, hein, il y a aussi des hommes qui se comportent comme ça avec le corps des hommes, et il y a parfois des femmes qui se comportent comme ça avec le corps des femmes ou des hommes. Ça peut aussi arriver, c'est moins fréquent, mais ça arrive. Comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de respect, on est obligé de dire aux gens, dans le doute, il vaut mieux louper une occasion de coucher avec quelqu'un que de coucher avec quelqu'un qui ne le voulait pas et de risquer de le traumatiser à vie. La balance bénéfice-risque, elle est clairement dans le sens de s'abstenir si on n'est pas sûr. Et vraiment, ça, c'est un message important. Si vous avez besoin de faire consommer quelque chose à quelqu'un, si vous allez en soirée, vous avez quelqu'un en vue, vous savez que cette personne sera là et vous vous dites, j'espère qu'elle va boire un peu parce que comme ça, on sera un peu désinhibé et je vais peut-être pouvoir la pécho. Mais je vous le dis, c'est grave en fait de penser ça. C'est vraiment grave. Et s'il s'agit de votre propre désinhibition, moi, j'ai envie d'interroger aussi votre propre consentement là-dedans. Si c'est très compliqué. Je peux comprendre hein, que ça soit compliqué d'aller vers quelqu'un, de séduire, etc. Surtout pour les personnes qui sont un peu timides, pas sûres d'elles, introverties, c'est difficile. Mais il faut vraiment se poser la question euh, du respect qu'on se porte à soi-même et à l'autre quand on se sent obligé de se mettre dans un état psychique modifié pour pouvoir avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Voilà, en gros. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que ça fait une petite capsule qui est synthétique là-dessus et qu'on va peut-être évoquer les réactions dans une autre capsule pour faire des Ouais. choses différentes parce que là, c'est bien même pour envoyer à des gens où on parle, enfin, où tu parles de soumission chimique, de vulnérabilité chimique, on comprend bien ce qui se passe. On va peut-être s'arrêter là. Du coup, je te remercie, Zoé, d'être passée sur la chaîne. Je Salut. vous invite à vous abonner à Zoé sur Twitter, docteur-du-bas, Zoé-du-bas. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale et à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer à Prenez, payer le miniaturiste et puis à organiser un projet, un beau projet qui arrive. Et sur ce, je vous dis à plus. prenez soin de vous et des autres. Salut.